cette deuxième partie du premier chapitre de RC, donc chapitre introductif qui place un petit peu les termes, les liens avec le marketing, comment ça s'inscrit dans le commerce, enfin bref. Nous plantons le décor, nous allons tenter de finir de le planter ensemble à travers cette deuxième vidéo. Donc vous l'aurez vu sur internet, elles sont bien notées 1 sur 2, 2 sur 2, donc vous ne pouvez pas vous perdre. Je vais mettre aussi une autre vidéo que vous verrez à côté qui s'intitule Approfondissement. Donc, je m'inquiétais qu'en ligne comme ça, et sans vous voir, vous ayez une compréhension suffisante de ce que je vous ai exposé au premier cours. J'étais pas totalement satisfait des explications que j'avais pu donner, parce que je fais l'effort de me réécouter, ce qui est un exercice un peu bizarre d'ailleurs. Et donc, du coup, j'avais envie de faire une autre vidéo pour aller un petit peu plus loin et expliciter plus avant ce que j'ai pu vous nommer. Cette vidéo, même si elle n'est pas partie intégrante du chapitre, qu'elle est un complément, elle est un ajout et un approfondissement, comme son nom l'indique, elle est obligatoire. Elle fait partie du cours. D'accord? Que ce soit dit, qu'on ne me réponde pas le jour du devoir ou que sais-je encore. Ah bah oui, mais c'est un approfondissement, c'est pas dans la numérotation classique du cours. Ça fait partie du cours. D'accord? Donc ceci étant dit, continuons. Donc la dernière fois, on avait placé les, euh, les grandes lignes. Et en fait, je vous ai dit à plusieurs reprises donc, de ce qu'étaient les études et les recherches commerciales, en distinguant études, recherches, en revenant sur le documentaire, le quali, le quanti, bref, vous commencez à avoir l'habitude d'entendre ces mots, je crois, surtout si vous faites cette vidéo en troisième. Eh bien, on va en fait aujourd'hui se concentrer sur le lien qui existe entre les ERC, le marketing et la vente. On va voir que le marketing n'est pas né de rien, il a une histoire. On va se pencher très très rapidement sur l'histoire du marketing pour voir un petit peu comment a émergé cette science ou cette discipline, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou cette matière. Et on va voir comment les études et les recherches commerciales lui sont en quelque sorte intrinsèquement liées. Les deux sont vraiment consubstantiels. Si vous voulez, on pourrait dire en un certain sens, pour le dire trop vite, que les ERC, c'est les méthodes mathématiques et scientifiques qui permettent de mettre en œuvre des démarches marketing. Voilà, tout simplement, on pourrait dire ça. Donc les ERC, c'est la technique et le marketing, c'est le global, si je puis dire. Voilà, bref. Donc, je vous l'ai dit, les ERC sont consubstantiels au marketing. Les ERC, je vous le répète à nouveau, hein, et j'espère que ça vous l'aurez bien en tête tout du long, sont un outil d'aide à la prise de décision. Hein. Quand on veut lancer un produit, lancer un spot publicitaire, définir le segment et le cœur de cible pour tel ou tel produit ou service, en fait, on va s'appuyer sur des données, et le plus souvent qui sont produites via des ERC, et donc généralement, ça relève de la stratégie marketing. Donc on pourrait le dire aussi, quels sont les goûts des consommateurs, quel segment viser, les nouvelles tendances à l'horizon 2025, est-ce que le bio va s'appauvrir ou est-ce que le bio va continuer de monter en flèche, etc. etc. Donc pour faire ce genre de projection, d'essayer d'être un peu dans de la prospective comme ça pour grignoter des parts de marché et faire des boulasses, parce que quand même, hein, on est dans une sacrée matière de vendu, on va s'appuyer sur les données produites par des ERC. Excusez-moi si vous entendez un gros ventilo, c'est mon ordinateur qui s'excite. Donc, dire que les ERC sont consubstantiels au marketing, évidemment, ça nous amène à nous demander c'est quoi alors le marketing. Alors on n'est pas en marketing, donc je vais aller vite, mais quand même, d'où il vient, comment il est né, parce que souvent, pour savoir ce qu'est quelque chose à un temps T, il est intéressant de retracer son histoire, ça met souvent les choses bien en perspective, et ça vaut pour quasiment tout. Donc comment les ERC ont vu le jour dans ce cadre, et pourquoi les deux sont liés, encore une fois. Alors, avant même de parler de marketing, il est intéressant de noter que la première cité-État au monde s'appelait Uruk, elle était en Mésopotamie en moins 4000 avant JC, donc quand on a commencé à ressembler à ce qu'on est actuellement. Et donc déjà à l'époque, cette cité-État était le berceau de la spécialisation du travail. Et donc là déjà, on a les prémices, la genèse de ce qu'on pourrait appeler une stratégie marketing et dont découle une stratégie de vente. Pourquoi? Parce qu'ils font face à une demande qui devait être assez forte de produits, et donc ils ont organisé la ville en quartier pour gagner en efficience. En termes de recherche de productivité, c'était plutôt bien pensé. Hein. La manufacture d'épingles d'Ada Smith, qui est venue en 1771, vous voyez, elle est un peu tardive finalement. Le mec avait presque 6000 ans de retard. Mais bref, et pourtant on retient que lui. En tout cas, là on a déjà la volonté, si vous voulez, déjà d'une part de segmenter une production, ensuite de segmenter une offre pour répondre au mieux à une demande. Donc vraiment l'adéquation offre-demande. Et ça, si ce n'est pas la base du marketing, alors le marketing n'est plus. Donc le commerce fait évidemment son apparition avec l'avènement des premières villes.
Et on retrouve dans cette partie de l'Irak les premières expéditions de produits qui tentent déjà à se standardiser pour contenter au mieux la demande. Donc à nouveau cette idée d'adéquation. Voilà. On a aussi à l'époque le premier code d'Hammurabi qui est en gros, les premiers textes de loi qui concernent la régulation du commerce et des échanges commerciaux. Donc vous voyez, ça date vraiment pas d'hier. Cela dit, on va peut-être pas remonter aussi loin, c'était juste pour l'anecdote, briller dans les dîners, je sais pas si vous aurez besoin d'en parler, ou impressionner vos parents quand ils vous demandent ce que vous faites à l'IUT, vous leur dites « Oh, on étudie le marketing, c'est magnifique, savais-tu que… » Donc voilà, je compte sur vous, surtout briller, enregistrez-vous et envoyez-moi ça me fera très plaisir. Donc le terme marketing dans son sens actuel apparaît dans les années 50 aux États-Unis. Mais avant ça, quand même, il y a toute une construction avant que le terme apparaisse tel qu'on le connaît. Donc on va distinguer trois grandes phases classiquement. Vous allez voir, je vous le développe dans un petit tableau après, à deux entrées. Donc une phase de production, là on est vraiment à la fin du 19e, donc on est à l'aune de la première révolution industrielle. Une phase de vente, 1920, donc là on est à l'apogée de la première révolution industrielle. Ensuite en 1950 on est à une phase de marketing, là véritablement, donc là on voit le terme apparaître. On verra que c'est du fait d'une structuration très spécifique de l'adéquation offre-demande que véritablement le marketing va apparaître, et d'ailleurs les ERC avec. Donc voici les trois grandes périodes détaillées, caractérisées avec quelques éléments les structurant au mieux. Je m'attarde pas dessus, pardon c'est un tableau à trois entrées, mais je m'attarde pas spécialement dessus puisqu'on va les détailler un peu plus avant. Donc la première ère, l'ère de la production, donc les grandes caractéristiques apparaissent là, je ne vous les lis pas, vous pourrez mettre en pause, mais globalement il faut que vous sachiez qu'à la fin du 19e siècle, donc 1880 et les brouettes jusqu'à 1930 environ, les entreprises, elles se trouvent en phase de production, on pourrait dire, comme le nom l'indique d'ailleurs. Et pendant cette phase, en fait, il faut souligner le fait que les conditions suivantes prévalaient. Donc les entreprises, elles commercialisent en fait des produits qui satisfont aux besoins essentiels de la société. On produit un frigo, on produit une voiture. Voilà, dans son plus simple appareil, si je puis dire. En fait, à l'époque, on est vachement limité dans la fabrication des produits parce qu'on a des compétences techniques qui sont limitées elles aussi. J'ai peur de dire une bêtise, mais on doit être au tout début de l'ère industrielle avec la machine à vapeur, donc c'est pas la folie. On utilise encore beaucoup la force des bras, et donc on est très très limité dans notre capacité à créer des gammes de produits. En général, un produit est complètement générique. Vous oubliez vos options sur tout et n'importe quoi, la petite gravure sur l'ordi, les sièges en cuir, ça n'existe pas du tout. Une place très subalterne, deuxième point de cette époque, une place très subalterne est accordée à la gestion commerciale, qui est accomplie par le responsable de production, le responsable financier. En gros, on produit en masse et on inonde le marché. On ne cherche pas à cibler vraiment des zones où on va faire correspondre un produit par rapport à une demande spécifique. On produit du standard pour tout le monde, sans distinction, où qu'il soit. Voilà. Et enfin, le rôle du chef des ventes consistait à vendre tous les produits fabriqués. Donc, c'est vraiment une politique de l'offre qui est dominante. On ne raffine pas par la demande. C'est l'économie classique du 19e siècle. Et vous vous souviendrez peut-être de vos cours d'économie avec la loi de l'offre qui crée sa propre demande de Jean-Baptiste C. Il l'a mise au point à cette époque. Et il est d'ailleurs ubuesque de continuer de l'entendre sur des plateaux télé ou dans des débats radio ou que sais-je encore, voire dans le milieu politique, quand on voit comment, on va le découvrir, elle ne correspond plus du tout à l'état contemporain de l'adéquation offre-demande de notre monde. Mais bon, bref, passons. Deuxième ère, c'est l'ère de la vente. Donc, on est en 1930 jusqu'à 1950, et donc 1930, c'est la fin de la crise de 29. Donc ça picote. Au cours de cette période, en fait, les revenus ont augmenté, certes, malgré la crise de 29. Justement, après, là, on rentre véritablement dans une période très positive après la guerre. Et les individus commencent à souhaiter une gamme plus étendue de produits. Quand je dis les individus, c'est la demande, de manière générique. La concurrence s'est accrue aussi. Pourquoi ? Parce que pendant l'ère précédente, vous pensez bien qu'il y a les premiers entrepreneurs qui se sont mis à produire des produits standards en masse, et il y en a d'autres, les voyant faire, ils se sont dit attends, je vais faire pareil, ils deviennent quand même vachement riches. Donc le problème, c'est que la concurrence s'accroît. Il y a de plus en plus de nouveaux entrants sur les marchés. Et surviennent en fait des excédents, une forme de surproduction, qui deviennent en fait des facteurs économiques importants et qui entraînent des faillites. Donc les entreprises à cette époque, elles prennent conscience qu'il ne suffit pas de produire pour vendre, ce qui était vrai dans la période
précédentes en fait, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Donc la demande exprimée par les agents économiques, en fait, elle va se mettre à jouer un rôle de plus en plus important. Et il y a des aménagements importants qui vont apparaître dans l'organisation commerciale. Par exemple, l'adaptation des circuits de distribution. On ne vend plus la même chose partout sur le territoire de manière uniforme. Les grands magasins évoluent, hein. Les magasins, notamment populaires, se développent. Donc vous voyez, on commence à segmenter en fait. Il y a des magasins un peu plus haut de gamme, magasins un peu plus bas de gamme, etc. Il y a de nouvelles techniques de vente qui apparaissent, notamment le libre service. Hein, le bazar de l'Hôtel de Ville à Paris, qui est un magasin emblématique dans l'histoire commerciale du pays, le BHV, je suis sûr que vous connaissez de nom, c'est à cette époque qu'il se développe sur ses bases en fait, et c'est ce qui fondera son succès, juste pour souligner le fait que je raconte pas n'importe quoi. Le nombre d'intermédiaires aussi se réduit à l'époque. Donc les grossistes diminuent pour pouvoir diminuer les coûts. On a aussi une modification des procédés de communication. Donc notamment, on voit se développer à l'époque les grandes agences de publicité qui sont fondées à partir de 1930. Allez voir la date de création d'Avas, Publicis, etc. On a aussi évidemment un perfectionnement des techniques d'enquête et de sondage d'opinion, hein, ça va de pair. Et enfin, les services de vente deviennent autonomes et le prestige de la force de vente s'accroît. Hein. À l'époque, être vendeur, c'est un peu... j'ai peur de dire une bêtise, c'est comment la série, c'est Mad Men, vous avez jamais regardé là, cette série sur des publicistes américains? Bon bah vous voyez, c'est cette époque. Ah, voilà, c'est la grande époque de la pub en fait. Elle se crée, on appelle ça encore la publicité, on appelle ça la réclame surtout parce qu'en fait la publicité historiquement et étymologiquement c'est ce qui est de connaissance publique et non pas ce qui vise à favoriser la vente d'un produit, mais bon bref, passons cette précision sémantique. Et donc on voit donc à l'époque être un publiciste, être un vendeur, c'est la classe, on pourrait dire ça. C'est très en vogue. Ils ont recours à des techniques de gestion et de pression qui permettent énormément de développer le chiffre d'affaires, mais ils vont presque en abuser et on va voir que l'image du métier se ternira un petit peu malgré tout. Bref, voici pour cette deuxième phase. Et troisième phase, donc véritablement l'ère du marketing. Donc là, qui va être marquée vraiment par une période où l'offre est supérieure à la demande. On n'arrive plus à vendre ses biens. Voilà. Donc on est après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un fort accroissement du pouvoir d'achat et de la demande de biens et de services, et les habitudes d'achat, elles évoluent. En plus de ça, l'environnement est de plus en plus concurrentiel, hein. Tout le monde a vu enfin tout le monde, façon de parler, mais de plus en plus d'entreprises se sont constituées comme nouveaux entrants sur des marchés qui paraissaient juteux, fructueux. Donc on assiste en fait, par effet domino, à un raccourcissement du cycle de vie des produits. Donc un produit, il a une durée de vie qui se diminue. Les marchés se segmentent de plus en plus, s'élargissent en même temps, donc ils internationalisent, et ils se complexifient. On va vraiment avoir des gammes et des sous-gammes de produits. Cette phase, en fait, elle est caractérisée par le passage des techniques agressives de vente à la volonté de satisfaire les besoins des consommateurs. Donc là, on quitte vraiment une politique de l'offre pour se tourner vers la demande. Le client va occuper le centre de la réflexion économique de l'entreprise. Donc, ça sous-entend que 1. Les techniques de distribution s'affinent. Les grandes surfaces en libre service intégral, par exemple. 2. Le commerce de détail va se transformer. Et 3. On a une création de départements de marketing dans les entreprises, véritablement, avec ce terme, qui sont dirigés par des spécialistes qui vont en fait analyser les besoins et les attentes du marché pour les départements de recherche et de développement, de conception et de production. Voilà. Donc là, vraiment, en fait, c'est plus on produit en masse et on essaye de vendre à tout prix. Donc avant, on produisait en masse et de toute façon, la demande était pléthorique. Première ère, pas de problème. Deuxième ère, on produit en masse, mais on s'aperçoit que la demande se raréfie parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. Donc on assiste à un petit phénomène de surproduction. Donc là, on voit les premières techniques de vente apparaître pour essayer de convaincre les personnes que notre produit il est mieux. Mais il y a encore suffisamment de demandes. Et en fait, la troisième ère, il y a tellement d'offres que là, on ne produit plus de manière standardisée. C'est plus l'offre qui crée sa demande. C'est avant même de concevoir un produit, on va étudier la demande pour essayer de concevoir le produit qui va correspondre ensuite le mieux aux besoins, aux désirs, conscients ou inconscients, voire latents des consommateurs. Voilà. Donc là, vous voyez, on a vraiment un renversement à cet égard de structuration, selon qu'on produit quelque chose avec un désir de standardisation, politique d'offre, ou plutôt en amont, on étudie la demande de manière à produire un
produit ou un service qui va être le plus possible en adéquation avec ce qu'on pense être la nature de la demande et de manière très fine. Voilà. Donc évidemment, il est difficile de dater précisément l'apparition du marketing, mais faut quand même souligner le fait que déjà au 19e en Angleterre, on a des problèmes par exemple d'écoulement de l'offre qui se font sentir, donc ça, histoire de corroborer tout ce que je viens de vous dire. Et à l'époque, déjà, on voit un désir de différenciation apparaître, donc la volonté de se démarquer de ses concurrents, afin de plus facilement pouvoir écouler les stocks. Normal, on a du mal à les écouler puisque la demande est raréfiée. Et donc, déjà à l'époque aussi, on voit des politiques de segmentation apparaître, notamment entre classes sociales ou entre zones géographiques. Voilà. Donc, s'agissant du marketing, on peut souligner aussi le fait que J. Walter Thompson va créer dès 1920 son agence de publicité et va créer l'un des tout premiers cabinets d'études en 1927. En fait, il va récupérer tous les comptes de General Motors et il va effectuer un travail séminal de description du comportement des consommateurs. Séminal, c'est un travail princeps, c'est le truc qu'on fait la première fois qui sert de modèle ensuite, pour le dire très très simplement. Et en fait, il va s'intéresser à la consommation d'électricité dans différents pays. Donc il va transmettre 44 000 questionnaires au même nombre de personnes dans 12 pays. Et donc il va étudier un petit peu l'utilisation de l'électricité et surtout l'utilisation qu'ils font des voitures. Il y avait les deux volets, mais pour l'exemple de General Motors, c'est que le volet voiture qui va nous intéresser. Et en fait, pour la première fois, il va étudier la demande de cette façon, en amont, en premier lieu, et en second lieu, en fait, va en découler une adaptation du message publicitaire ainsi que les supports à chaque pays. Donc ce ne sera pas les mêmes pubs dans chaque pays. Et ça, ce sera une première mondiale, et c'est là que véritablement on va voir le marketing se dessiner en tant que science et gagner ses lettres de noblesse. Plus récemment, on peut citer l'exemple du cabinet d'études Nielsen, donc qui est un cabinet états-unien, et qui utilise depuis 1929, vous voyez l'époque se recoupe, des méthodes scientifiques, donc des recherches, pour étudier en continu les ventes des produits. Alors là, c'est en continu, c'est ça la véritable nouveauté en 1929, c'est ce qu'on appelle un panel, c'est le tout premier panel de distributeurs de l'histoire. Donc en fait, en gros un panel, pour le dire très très vite, ça consiste à suivre de façon continue dans le temps, donc constamment, les valeurs de vente et de volume à partir des données de caisse. Donc cette semaine, il s'est vendu tant de mouchoirs, la semaine prochaine tant de mouchoirs, etc. etc., etc. Voilà. Dans tel lieu de vente, de telle marque, etc., etc. Après, on peut augmenter les variables, évidemment, pour l'analyse, mais voilà, c'est l'idée. Et donc, évidemment, les entreprises peuvent alors s'appuyer sur toutes ces données pour prendre des décisions plus éclairées. Je retire un produit, je change le packaging, j'en promets un autre, je le déplace dans le linéaire, etc., etc., etc. Bref. Donc, c'est une question qui m'a été posée lors du... Je vous l'ai dit, hein, il faut laisser aussi au cours le temps de se dérouler, mais c'est bien que vous ayez ce genre de questions, elle était très pertinente. Et donc, la dernière fois qu'on a pu discuter à travers le CM Teams, quelqu'un m'a demandé ce que c'était que le marketing, la différence avec ce qu'on pouvait appeler une démarche commerciale. Donc, le marketing, très rapidement, hein, moi j'aime bien l'étymologie et la sémantique, c'est mon côté universitaire, ça vient de market plus ing, market en anglais qui signifie marché, je ne vous apprends rien, et ing qui est un suffixe adverbial anglais qui marque l'action en train de se faire. Donc, en gros, on pourrait dire, pour aller très vite, que le marketing, c'est le fait de prendre des actions, donc qui résultent de décisions, sur le marché. Voilà, de manière courante ou constante. Donc, le marketing, en somme, il vise la satisfaction client par une adéquation constamment recherchée avec le marché, afin d'accroître ses parts. Donc, le marketing, en ce sens, il a pour but de créer de la valeur pour le client, en vue de le satisfaire et de le fidéliser. Pour ce faire, on va essayer d'agir sur la perception qu'a le client du produit ou du service qu'on veut lui refourguer, pardonnez-moi le terme, mais c'est quand même un peu ça. Et le marketing concerne donc toutes les activités de l'organisation qui sont orientées client, qu'elles concernent les services ou les produits. On pense plus facilement aux produits, mais c'est évidemment vrai pour les services. Et aujourd'hui, on assiste même à du marketing de marque, donc au-delà des produits, que l'entreprise, sa marque, son nom est une bonne image, et même d'un point de vue des ressources humaines, quand on fait du recrutement, on fait aussi du marketing RH, puisqu'en fait on essaie de promouvoir la meilleure image possible de l'entreprise et de donner envie à des futurs diplômés, c'est tout le mal que je vous souhaite, de rejoindre une entreprise pour avoir des talents les plus développés d'un point de vue des ressources humaines.
Donc, vous m'aviez demandé aussi une définition, je vous en ai donné deux. Donc celle-ci, la plus générale, la plus simple, le marketing est une démarche qui consiste à découvrir des besoins latents ou exprimés d'une population afin de concevoir et de mettre en œuvre une politique adaptée répondant aux attentes de la totalité ou d'une partie de la population considérée. Voilà. Donc c'est l'idée de segmenter, la deuxième partie, répondant aux attentes de la totalité ou d'une partie de la population. Et la première partie est intéressante parce qu'on parle de besoins latents ou exprimés. Les besoins exprimés, c'est facile. Vous faites un questionnaire et vous demandez aux gens leur avis. Ils vont vous l'exprimer parce qu'ils en sont conscients. Donc là, typiquement, on va pouvoir faire du quantitatif. Comment cerner des besoins latents? Si la personne à qui vous vous adressez n'est pas consciente elle-même de son désir, de son besoin, comment voulez-vous lui faire exprimer? Eh bien, pour ça, on aura recours au qualitatif. On y reviendra plus en détail, mais vous voyez, déjà dans cette définition, on voit bien déjà la dualité des études entre quali et quanti et comment elles peuvent se compléter à merveille pour ce qui est de la démarche marketing appliquée qui en découle. Je vous mets une seconde définition, je vous invite à mettre en pause et à la lire. Elle est plus spécifique, plus nuancée, elle donne plus de détails, elle est peut-être un peu moins facile à retenir, mais bref, elle est importante aussi. Les deux se complètent assez bien. Donc, au regard de ces travers des définitions du marketing, globalement, on peut dire que une démarche marketing suppose une très bonne connaissance des clients, donc en termes d'attente, de besoins, de tendances, de goût, etc., etc. Le but, évidemment, c'est de répondre au mieux à ces attentes, à ces caractéristiques qu'on aura identifiées, qu'on parle de tendance, de goût, de besoins, etc. Et de maximiser donc, ce faisant, la valeur intrinsèque et perçue des biens et services à leurs yeux. Donc la valeur intrinsèque, c'est la qualité objective de son produit. Mon ordinateur est capable de résister à un choc ou de tenir, de vivre correctement pendant 5 ans, tandis que la concurrence, ça tient que 3 ans, par exemple. Donc ça, c'est la valeur intrinsèque, objective. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi la valeur perçue. Même si vous avez un produit qui est de meilleure qualité que le reste du marché. Par exemple, votre ordinateur est capable de fonctionner sans problème pendant 5 ans et non 3 comme la majorité des produits sur le marché de l'informatique, d'accord, des laptops. Le problème aussi, c'est la perception qu'en ont vos clients. Si vos clients, ou tout simplement un prospect, des clients potentiels, ont une perception beaucoup plus négative de votre qualité à cause d'un scandale qu'il y avait eu il y a 2 ans avec des ordinateurs qui explosaient chez vous, même si aujourd'hui les ordinateurs que vous produisez ont une durée de vie de 5 ans, alors que c'est 3 ans la moyenne sur le marché, si dans la tête des clients vous êtes une marque de mauvaise qualité, ça ne sert à rien. En tout cas, ça va minorer énormément votre capacité à vendre. Donc vous voyez la différence entre une valeur intrinsèque et une valeur perçue, et toute l'importance de faire ce distinguo. Bref. Et donc, tout ça suppose, ces définitions du marketing supposent en fait de connaître son marché. Ce qui amène évidemment le questionnement suivant, hein. Les universitaires adorent problématiser et je n'échappe pas à ce défaut magistral. Qu'est-ce qu'alors qu'un marché? Mais on a déjà vu quelques notions aujourd'hui et donc je vais vous laisser ça pour la conclusion que je vous donnerai ce week-end, histoire de mettre les vidéos au fur et à mesure et d'essayer de ne pas être trop long pour une fois. Donc nous verrons en conclusion ce qu'est un marché et en quoi ça influe potentiellement sur les études très rapidement dans une dernière vidéo qui clôturera ce chapitre. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end. À mardi pour le CM.